Bonjour à toi et merci de me rejoindre pour ce 3e épisode de Time to Bloom Podcast. La radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time to Bloom Podcast. Yay, merci de répondre encore présent au 3e épisode du Time to Bloom Podcast. Merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus, les screenshots, les retours sur expérience, tous les partages sur ce que vous apporte ce podcast d'inspiration, etc. C'est vraiment super cool et ça me donne énormément d'énergie pour justement produire ce nouvel épisode parce que c'est toujours un petit challenge pour moi. Et c'est le sujet un petit peu d'aujourd'hui puisque je vais vous parler de créativité. Vous parler un petit peu de mon parcours vis-à-vis de ça personnel et vous donner un petit peu les outils qui me permettent justement de m'affranchir un petit peu de toutes ces peurs pour justement faire ce que je souhaite faire, créer. Avant toute chose, je voudrais revenir sur un point très important que j'ai exposé d'ailleurs pendant mon cours coaching avec Caroline Perrineau pour l'événement Adidas et chez Simone sur les quais de Seine samedi dernier. On avait choisi toutes les deux de donner notre cours sur le thème de la créativité, rapport au hashtag d'Adidas Here to Create, qui est un hashtag du coup qui nous a énormément inspiré toutes les deux et qui inspire justement ce podcast. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par repréciser que on est tous ici pour créer quelque chose, tous au fond de nous, comme l'a appris Wayne Dyer dans une de ses vidéos disponibles sur YouTube. On a tous, au fond de nous, quelque chose qui nous appelle. Alors, c'est pas tous la même chose, ça peut être très différent et pour tout le monde, ça ne sert pas le même but. Certains vont avoir envie de faire juste pour eux-mêmes, de créer des choses simplement par hobby pour nourrir leur propre âme. Et c'est clairement pas tous le même moyen. On n'a pas tous envie d'être peintre, on n'a pas tous envie d'être chanteur, on n'a pas tous envie d'être danseur, mais on a tous au fond de nous ce quelque chose qu'on a envie de faire. Peut-être que c'est cuisiner des cupcakes et aller les vendre je ne sais où. Peut-être que c'est d'écrire un livre. Peut-être que c'est juste un compte Instagram, par exemple. Ça peut être un bon moyen de créer, de connecter avec l'artiste en nous, de prendre des photos comme ça et de réfléchir à ce qu'on a envie d'écrire pour le poster, et voilà, le diffuser dans le monde, peut-être dans un compte fermé juste à ses amis. Peu importe, on se fiche un petit peu de l'ampleur que doit avoir le projet pour être validé comme tel. La créativité, c'est de la créativité et si tu as besoin d'être convaincu de ce propos, regarde simplement les enfants, que tu en aies ou que dans ton entourage. On aura tous observé que les enfants sont énormément créatifs et puis surtout, ils sont complètement affranchis de toutes ces peurs que l'on peut avoir en grandissant. N'importe quel enfant prend des stylos et se pose pas de questions et vient dessiner, peut-être même sur un support complètement inattendu. Quand j'étais petite, j'ai décidé sur la moquette chez mon père, un petit bonhomme qui était monochrome, qui ne ressemblait pas à grand chose, je dois reconnaître aujourd'hui, mais c'était mon art, quoi, c'était ma créativité, c'était clairement pas une grande création, mais j'ai pas eu peur d'essayer de sortir du carcan de la feuille de papier et pour créer ma propre vision. Il y a dans un TED passionnant sur le sujet que je t'invite à regarder, celui de Ken Robbins qui explique pourquoi est-ce que l'école tue la créativité. Ça parle d'une petite fille qui dessine en classe, sa maîtresse lui demande ce qu'elle fait et elle répond qu'elle dessine Dieu. La maîtresse lui dit mais on sait pas à quoi il ressemble et la gamine répond on saura quand j'aurai terminé mon dessin. Et ça prouve bien justement cet esprit justement libre de l'enfant qui n'hésite pas lui à juste laisser libre cours à sa créativité.
les enfants font, un point c'est tout. Et encore, moi, petite, très précisément, j'ai le souvenir d'être assise face à un micro Fisher-Price dans lequel je parlais face à une assemblée de poupées et de peluches que j'avais soigneusement alignées pour me faire un auditoire profond, disons, en profondeur, donc avec du monde en face. Ça, c'est peut-être mon intuition qui me parlait déjà à l'époque, je ne sais. En tout cas, voilà, on est éduqué ensuite à partir du collège, je dirais. Subitement, tout ça passe carrément au second plan, ça devient même presque dangereux. On nous dit non, fais pas ça. Tu gagneras jamais ta vie, enfin tu feras jamais carrière dans telle ou telle chose, tu vendras jamais des millions d'albums, c'est pas la peine de chanter, tu seras jamais capable de danser au concert de Beyoncé, c'est pas la peine. Bref, ce genre de choses. Tu seras jamais une star et on est découragé, désensibilise complètement notre créativité qui devient vraiment complètement un truc, mais c'est futile quoi. Si t'es créative, bah, tant mieux pour toi, mais ça ne te servira à rien dans la vie. Tu pourras toujours peindre le week-end si ça te fait plaisir, tu pourras toujours chanter dans ta douche si t'en as envie, tu pourras toujours danser en boîte de nuit si tu veux, mais par contre il va te falloir un boulot et un vrai. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, le seul truc qui devient important, c'est les maths, les langues, et encore, tu as le droit d'écrire, mais reste bien dans le schéma scolaire de l'intro, ta synthèse, conclusion, et surtout sur des sujets bien rébarbatifs qu'on t'impose comme ça, sans pouvoir réfléchir vraiment par toi-même. Le commentaire de texte, bon bah voilà, on te dit plus ou moins ce qu'il faut faire, et ensuite c'est soumis à l'appréciation très subjective d'un professeur qui te note et qui ensuite qui te juge, parce que pendant des années je me suis sentie, mais clairement il n'y a pas d'autre mot, merdique quoi. J'ai pensé vraiment que j'avais pas de talent, et mon Dieu, qu'est-ce que je me suis inquiétée pour mon futur, jusqu'à ce que j'arrive à l'EFAP. Et à l'EFAP, j'ai eu énormément de chance de me retrouver dans cette école. J'ai eu des cours d'écriture qui m'ont permis de me reconnecter justement avec ma plume libre que j'avais quand j'étais gamine en tenant mon journal intime. J'ai pu ensuite me reconnecter aussi, découvrir un média que je connaissais pas, qui était la radio. J'ai eu le plaisir à l'époque de co-animer avec ma meilleure copine des émissions de radio où dans les conditions du direct, on recevait nos camarades comme des chroniqueurs, et c'était génial. J'ai pris un pied absolu à le faire, et me voilà donc aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast, comme quoi c'est quelque chose qui traîne dans ma tête depuis vraiment très 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 longtemps. Et puis toutes les recommandations clients aussi à faire, parce qu'à chaque fois, j'étais toujours la directrice créa, entre guillemets, de notre groupe, où j'étais toujours responsable de faire les flyers, les dossiers de presse, tous les supports visuels, même la mise en page du dossier pour mettre un maximum de points de notre côté, en ayant quelque chose qui soit joli à regarder avec une identité visuelle cohérente. Ça vraiment, ça me passionnait. Et du coup, quand j'étais diplômée de cette école, j'étais un peu paumée parce que je pensais vraiment vouloir faire de la presse. J'avais tellement kiffé mes années de stage chez 20 minutes que je croyais que c'était ma voie. Et à vrai dire, pour être tout à fait honnête avec toi, je vois toujours de la presse quelque part je visualise toujours dans mon troisième œil un rapport avec la presse toujours très fort. Alors aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas du tout le cas, et c'est justement aussi un point que j'ai envie de soulever. La créativité, surtout quand on en a beaucoup, quand on est en signe d'air par exemple comme moi, qui suis Gémeaux, quand on est une personnalité très créative, on ne peut pas toujours mener tous nos projets à bien. Il faut être, cool avec soi-même, compatissant, et cesser de se jeter la pierre. Parce que moi, souvent,
on peut m'entendre dire des choses du genre ouais, je vais pas au bout de mes projets, j'ai plein d'idées mais je vais pas au bout des choses. Et en réalité, je me suis posée là récemment et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit mais non, c'est faux quoi, il faut absolument que j'arrête de dire ça parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui par exemple, je peux plus dire ça parce que je lançais pas mon podcast alors que ça faisait longtemps que c'est en tête. J'arrête aussi de le dire par exemple au sujet de YouTube parce que effectivement YouTube, j'ai fait 2 petites vidéos. Au terme de la deuxième, je disais rendez-vous pour la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et en fait, voilà, ça fait plus d'1 an et demi, je dirais, que j'ai posté cette vidéo et que j'ai pas continué. Je sais pas pourquoi, c'est difficile. Bref, j'ai peur. Ça le fait pas. C'est difficile comme ça, ok. Et bon, bref, je me fous la paix avec ça un petit peu parce que je me dis que peut-être c'était pas le moment aussi. Parfois, il est question aussi de timing et peut-être qu'il fallait d'abord que je passe par le podcast, ne serait-ce que pour être plus à l'aise pour parler parce que comme j'ai le retour de voix, c'est déjà assez difficile comme ça, mais quand il y a le retour d'image en plus, alors là, c'est autre chose. Voilà, je me suis foutu la paix avec ça, je me suis foutu la paix aussi avec ce projet effectivement de magazine que j'ai. Effectivement, ouais, j'aimerais bien avoir un magazine, mais peut-être que je serais d'abord pour commencer que chef de rubrique, ce qui serait déjà franchement pas mal, hein, pour dire la vérité. Voilà, j'ai l'idée, elle est là et elle gravite autour de moi un petit peu comme quelque chose de flottant dans l'air et viendra le moment où ce sera le bon moment de l'attraper, exactement comme pour ce podcast qui est sorti seulement il y a quelques jours pour la première fois sur l'iTunes Store alors que ça faisait mais des mois et des mois et des mois que j'y pensais, comme je viens de te le dire, j'ai déjà kiffé à l'époque à l'EFAP, voilà, j'ai vraiment la sensation que je suis here to create this podcast et que je suis ici pour un jour créer ce magazine peut-être. En tout cas, clairement, je vais te faire une confidence là tout de suite. Je sais depuis toujours que je suis ici pour écrire au moins un livre. Voilà, ça fait mon intuition me parle beaucoup trop fort à ce sujet et je ne peux pas ne pas l'écouter. C'est absolument très important pour moi de réaliser que voilà, elle me le souffle quoi, enfin, et autant qu'elle me souffle de faire une exposition avec ma sœur. Voilà, ce genre de visualisation, de réalisation. Création, c'est pas forcément faire de l'art, hein. Ça peut être aussi ça peut être aussi la création d'une entreprise, ça peut être la création d'une association, ça peut être tellement de choses en fait. C'est mind-blowing, genre j'ai trop de choses à dire, je suis complètement perdue dans mon propre sujet. J'espère que tu arrives à suivre ce podcast. Et du coup, ouais, non, c'est bien que je parle de ça parce que ça me permet de rebondir sur le livre qui a le plus, mais, you know, like, qui a le plus, like, blown my mind away ces derniers temps, s'appelle Big Magic et c'est aussi un livre d'Elizabeth Gilbert, l'auteur dont je parle dans le 2e épisode, donc l'auteur d'Eat, Pray, Love. Et ce livre, mais c'est un livre de chevet pour être humain, sans déconner, tu vois, si tu l'as pas lu, tu cours l'acheter via Internet ou dans ton marchand de journaux le plus proche, ce que tu préfères. Si tu ne l'as pas lu encore et que cet épisode t'a passionné, vraiment, mais cours vite l'acheter et le dévorer, tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, n'hésite pas à m'en dire des nouvelles parce que ça me fera très plaisir d'en reparler. Moi, c'est un livre que j'ai vraiment très envie de relire. Parce que c'est le premier livre qui m'ait fait prendre conscience que les idées ne sont des choses, ouais, voilà, comme ça, flottantes autour de nous et que parfois, c'est presque un peu vivant, parfois on peut les saisir et tu chopes l'idée et tu la déroules assez facilement sur du papier ou ailleurs, enfin elle te reste en tête et puis parfois il y en a qui sont beaucoup plus aériennes, tu sais, c'est cette idée que tu as qui est grandiose juste avant de t'endormir, tu te dis ah là là, ça c'est vraiment une idée de ouf, je veux pas l'oublier, moi c'est sûr que je l'oublierai pas, elle est tellement géniale et le lendemain tu te réveilles, t'as complètement oublié de quelle idée il s'agissait. Parfois même, t'as une idée qui t'arrive dans la journée, t'es éveillé, hein, t'es là en train de faire quelque chose, mais tu cours pas assez vite sur un bloc-notes pour l'écrire et boum, ça y est, elle est partie. Ou une idée d'une mélodie, tu vas la chantonner un petit peu et si tu l'enregistres pas dans ton dictaphone, quelques heures plus tard,
ça y est, il en reste plus rien alors que tu l'aurais eu dans la tête toute la journée. De visualiser les idées comme ça m'a aidé à les comprendre un petit peu mieux en fait, en réalité. Et surtout, ça m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que je n'en faisais rien en fait, parce que je me rendais même pas compte que j'avais peur de mes propres petites idées comme ça. Alors qu'effectivement, si je prends un papier, un stylo, que je me mets à écrire, il ne s'agit pas d'envoyer à l'impression directement ce soir ce que je vais écrire. Et pourtant, je me mets des pressions, comme tout le monde, parce que la peur entre en jeu, en fait. Tout simplement parce que c'est juste le travail du cerveau, en fait. Le cerveau veut te maintenir dans une zone de confort pour éviter tout danger. C'est son travail. Et il faut le remercier en fait de faire son boulot. C'est ce que je dis souvent aux élèves sur le tapis quand ils essayent de faire une posture qui demande un petit peu d'équilibre. Le plus souvent, c'est ça, les équilibres sur les mains qui vont le plus rapidement mettre face aux peurs, parce qu'on a peur de tomber en avant quand on essaye de faire un corbeau. Et je leur dis, mais soyez compatissant avec vous-même, c'est cool, ça veut dire que le corps marche bien, ton cerveau te dit attention danger, c'est cool, mais il faut lui dire ok, mais là c'est bon, j'ai vu le danger, t'inquiète, je sais ce que je fais, et one breath at a time, je vais essayer de faire face à ce danger. Et donc voilà, faire petit pas par petit pas, une pratique à la fois, justement se lancer. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce podcast. D'ailleurs, je vais prendre une grande inspiration et une grande expire. Parce que je parle tellement vite, ça se voit d'ailleurs sur les ondes, que je respire pas en réalité. Et peut-être que ça m'aiderait certainement à mieux faire. Je vais tâcher d'y penser. Et d'ailleurs, du coup, à ce même sujet, et Elizabeth Gilbert, elle raconte dans son livre et dans plein d'interviews que l'on peut découvrir sur YouTube, notamment une interview qu'on retrouve sur la chaîne de Marie Forleo. C'est en anglais, mais si tu comprends, je pense qu'il doit y avoir des sous-titres disponibles pour cette interview. Mais elle explique que la créativité, enfin que cette peur justement, il faut lui dire un peu comme si on partait en voiture avec elle. Dire ok, j'ai compris que t'allais venir avec nous, de toute façon, tu vois, que je pouvais pas faire sans toi. Donc t'es là et c'est bien, mais tu vois, tu vas pas prendre les commandes par contre de ce que je suis en train de faire. Tu vas t'asseoir sur le fauteuil arrière et puis tu pourras observer ce qui se passe, rester ici, mais pas prendre le contrôle, quoi. Pour faire face à la peur, il y a aussi cette arme d'autodéfense qui est de se dire que de toute façon, l'erreur est naturelle en fait. Si on reprend l'exemple sur le tapis du corbeau, c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Genre vraiment, c'est très normal de ne pas y arriver non plus du deuxième coup. Et parfois, il y a des postures qui prennent des mois et des années et parfois qui viennent jamais parce que on continue de travailler, d'affronter sa peur. Bon, et qui continue de ne jamais venir si on ne les affronte pas. Je veux dire, si je passe pas du temps à pratiquer mon handstand, eh ben jamais je n'y arriverai. Mais à chaque fois que je le fais, c'est de mieux en mieux. C'est une pratique en fait sur le tapis, on l'apprend et ça justement m'a permis évidemment du coup de le comprendre aussi pour tout ce qui était rapport à ma créativité ces dernières années. Plus de tout ce que j'ai appris du coup en me renseignant sur le sujet. Et il y a encore une autre image d'Elizabeth Gilbert que j'aime beaucoup et que j'aime me rappeler quand je galère. Typiquement là ça a été le cas aujourd'hui puisque ça fait déjà 2 heures que j'essaie d'enregistrer cet épisode où elle raconte qu'elle était en train d'écrire un de ses livres et qu'elle bloquait sur un passage ou un chapitre, je sais plus. Elle bloquait dessus et elle s'est finalement levée un peu en colère en se disant
en parlant en colère et en parlant toute seule dans le vide, disait que elle faisait sa partie du travail, puisqu'elle était là, elle était en train d'essayer de faire les choses et que elle avait jamais promis que en essayant ce serait parfait et que elle serait capable de produire la perfection, mais que voilà, elle faisait ce qu'elle avait à faire et que c'était à cette idée, à cette énergie justement de se montrer présente pour pouvoir être communiquée de la meilleure des façons, quoi. J'aime bien cette idée, je voulais te la donner. Donc ayant tout ça en tête, avec donc ces petits rappels, donc que tous les enfants sont créatifs, que on a le droit à l'erreur, que on a le droit d'avoir peur, j'ai commencé à vouloir libérer ma créativité par contre, parce que je savais pas trop par où commencer réellement. Et donc, à l'époque, je venais de lire un livre qui s'appelle tout simplement Libérez votre créativité, qui a été écrit par Julia Cameron, qui explique dès les premières pages l'intérêt du mind flush, en fait, qui est de prendre son carnet. Tu te prends un joli carnet qui te fait plaisir d'avoir, de posséder un bel objet auquel tu seras peut-être un peu attaché. L'importance d'écrire, en fait, 3 pages par jour. 3 pages pour justement faire ce mind flush, pour justement libérer complètement tout ça et les peurs et les projections et les attentes et permettre aussi de déposer les premières idées comme ça pour organiser un petit peu ce schéma ou alors parler de tout à fait juste autre chose mais qui va faire que comme par magie ça nettoie l'esprit vraiment, ça dégage de la place pour faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà, c'est un exercice qui est plus efficace quand il est répété quotidiennement. Ce serait te mentir de te dire que je le fais tous les jours. Je le fais aussi souvent que possible et c'est déjà mieux que rien. Et à chaque fois que je le fais, je me remercie d'avoir fait l'effort de le faire parce que je sais que c'est cool et que ça me fait du bien autant que la méditation. Ce serait mentir de te dire que je le fais tous les jours parce que je suis prof de yoga. Donc voilà, tout ça pour dire que ces 3 choses sont des cadeaux qui sont des outils qui sont extrêmement performants, qui nous permettent justement d'être plus performants nous-mêmes, plus productifs, mais pas dans le sens mais sans pression, parce que ça aussi c'est un grand truc des créatifs, c'est se mettre la pression de la productivité. Je sais que moi je l'ai beaucoup, je culpabilise si je ne fais pas, si je ne produis rien. Voilà, surtout quand je l'ai en tête depuis longtemps. Donc voilà, il y a un temps pour tout et on a tous nos propres vies qui se mettent en travers aussi parfois. Mais bon, justement, c'est à ça que servent les pages de l'artiste, comme l'appelle Julia Cameron, ou le mind flush, comme l'avait qualifié Mathieu Boldron quand j'étais en retraite avec lui l'année dernière à Bali. J'avais adoré cette expression et pourtant ça m'avait pris quelques mois justement pour réussir à le faire, parce que même pour ça j'étais bloquée. C'est-à-dire que je sais pas, même si je savais qu'il fallait pas que j'écrive une autobiographie au jour le jour dans mon carnet, que ça a le droit d'être très mauvais, que les phrases ont le droit même de pas faire de sens, je le faisais pas, alors que pourtant j'étais convaincue de l'intérêt de la chose. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la magie de la lune en plus. Aussi magique que nous avons donc le pouvoir de la créativité, nous avons aussi une connexion avec la lune, et ces deux choses-là sont très liées pour moi, puisque ce qui s'est passé, c'est que en août de l'année dernière, j'ai pour la première fois pris un papier et un stylo pour formuler des vœux à la nouvelle lune. Alors, ça semble très ésotérique comme ça. Ma petite sœur est la première à me foutre en boîte en disant « Ouais, demande à la lune, t'as raison !» Parce que ouais, c'est bizarre, j'en ai conscience, je t'assure que les 28 premières années de ma vie, je ne parlais pas avec la lune, ça c'est sûr. Je n'avais même pas conscience de quand elle était pleine parfois, si je ne la voyais pas. Il suffisait qu'elle soit cachée par les nuages et je ne savais pas que c'était la pleine lune.
Mais voilà, pour la toute première fois, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai fait des vœux à la lune, exactement comme si on me tendait la lampe d'Aladin en me disant bah frotte, vas-y et fais 3 vœux au génie. Franchement, ce serait con de s'en priver, n'est-ce pas? Et donc voilà, cette fois-là, j'ai formulé je suis tellement heureuse d'avoir libéré ma créativité. Parce que oui, les vœux à la nouvelle lune se font au présent pour avoir plus de chances donc d'attirer la vibe comme un aimant de la manifestation que l'on veut voir se réaliser dans notre vie. Ça fonctionne ainsi. Ça fonctionne pas forcément du jour au lendemain. Par exemple, pour ce podcast, ça fait longtemps que je le demande à la Lune, plusieurs mois au moins, mais voilà, la preuve, ça fonctionne. En tout cas, pour la créativité, ça a été immédiat parce que le lendemain, je travaillais à l'aéroport et c'est là que j'ai acheté mon premier carnet Moleskine et que j'ai commencé à écrire dedans et que je me suis même carrément lâchée à faire des petits dessins, des petits doodles comme ça sur les côtés. J'avais dessiné un mandala même alors que je l'avais jamais fait et que je pensais que j'étais pas du tout capable de faire un joli mandala. Pourtant, si, c'est de la première page de mon premier carnet. Et j'ai commencé à le faire, j'ai rempli un carnet entier et j'ai bien avancé. J'en suis à la moitié du deuxième carnet Moleskine maintenant, donc comme quoi la preuve, j'écris pas non plus tous les jours dedans, mais voilà, je le fais souvent et ça me fait un bien fou. En plus, ce qui est très cool, c'est que je sais que quand je donnerai l'attention au projet du livre, parce que ça, c'est encore un truc hyper important à souligner, le paramètre de l'attention. En fait, on est capable de tout si tant est qu'on met de l'attention dedans. Et mon livre aussi, c'est évident que j'arriverai pas à l'écrire si je ne consacre pas du temps à me mettre dessus. J'avais pour intention à travers cet épisode de te partager, de te rappeler plutôt que tu es là donc pour créer quelque chose et que tu sais de quoi je parle quand tu m'entends le dire et que voilà, si tu y penses, il faut absolument que tu te lances. Peu importe le résultat, surtout ne affranchis-toi du résultat autant qu'au yoga sur un tapis, je t'en supplie. Essaye pas de réaliser la posture, essaye juste d'essayer de respirer là où t'en es, de recommencer encore et encore jusqu'à réussir à faire juste à te sentir bien, quoi. C'est un profond acte de self-love en fait. Que de suivre sa curiosité. Ça, c'est le plus grand conseil que je peux te donner. Simplement, voilà, si tu as un attrait pour quelque chose, suis la piste, tu vas renifle un peu comme un chien, va en direction de ça. Un autre bon moyen de renifler sa piste si tu es un peu perdu, il est possible aussi de ne pas savoir ce que c'est sa passion et ce qu'on a envie de faire ni de créer du tout. C'est souvent le cas chez les femmes qui, du coup, en fait, font des enfants parce que c'est leur façon de procréer, mais qui, en fait, ne sont jamais épanouies par ça et qui, du coup, on se retrouve, quand leurs enfants sont grands, à pas avoir de passion, à avoir rien qui les anime. Et donc, c'est en ça que c'est un vrai acte de self-love. Ça permet d'apprendre à pouvoir être seul, à pouvoir comment gérer son temps et faire quelque chose qui nous fait profondément du bien que de reconnecter avec sa créativité. Et ça veut pas dire qu'il faut choisir une chose, hein. Il est tout à fait possible de faire plein de choses et on n'est pas obligé d'exceller dans tous les domaines ni de gagner de l'argent avec tout ce qu'on fait. Il faut vraiment relâcher la fucking pressure, ok? So, yeah. Une grande part de jeu là-dedans. Il ne faut pas hésiter à jouer avec tout ça. Au contraire, comme avec les postures de yoga, on essaye, on se casse la gueule, on recommence exactement comme des gamins à la cour de récré. Il faut parfois que je le rappelle dans un cours avant d'essayer un handstand parce que tout le monde se met une pression de malade mental et du coup, ça fonctionne pas, quoi. Parce que le corps, il respire plus, il est en stress, c'est la panique et non, ça le fait pas comme ça. Exactement la même chose comme avec moi, avec ce podcast qui me dit wow, it has to be very interesting et il faut absolument que je dise tout dans l'ordre et que ça a un sens, etc. Et du coup je me mets des pressions de malade, alors qu'au final quand je lâche comme ça prise et que j'arrive à parler non-stop dans mon micro, ça va bientôt faire 35 minutes que je parle, et c'est bon, c'est correct et j'arrive à transmettre les messages que je veux transmettre. Comme là, je voulais aussi absolument faire le parallèle entre l'utilité de la pratique du yoga
le parallèle entre le yoga et la créativité d'un projet et la production d'un projet, parce que c'est exactement la même chose, on se met la même pression, et du coup le yoga aide énormément justement à se dédouaner de ça, et comme ça fait déjà du coup plus de 3 ans que je pratique, forcément ça m'aide à en être là aujourd'hui avec ce podcast. Donc un bon moyen de savoir ce qui nous attire, ce qu'on a envie de faire, c'est de suivre nos peurs, en fait, tout simplement, parce que si tu te dis dans ta tête « Oh, je ferais bien ça, mais en même temps, je suis trop nulle, ou je suis trop ci, trop ça, pas assez, machin, et ça marchera pas, je sais pas quoi », tu peux être sûr à 100% qu'il faut absolument creuser cette piste. Il faut vraiment, de toute urgence, se pencher sur le truc. Et pour moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut absolument que je me mette à écrire. Il faut absolument aussi que je prenne plus de cours de danse. J'ai très, très, très envie de danser plus que ce que je fais actuellement. Et de chant aussi, également. Mais bon, par exemple, l'année dernière, je me suis dit « Ah, la guitare, j'aimerais bien apprendre la guitare. » Et j'ai commencé à apprendre la guitare, et puis bon, au final ça m'a plu tant plus que ça, et j'ai préféré arrêter. Si je regarde le truc droit en face, c'est pas que j'ai peur, parce que j'ai compris que si je pratiquais, je pourrais apprendre la guitare. C'est plus que non, j'ai pas envie de consacrer justement d'attention, de temps à apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Au-delà du facteur peur aussi, je voulais rappeler que parfois il y a un timing pour les choses, surtout si c'est quelque chose que tu dois faire par exemple en association avec quelqu'un. Peut-être que cette personne, elle n'est pas encore prête à faire ce projet avec toi. Peut-être que cette personne, tu l'as même pas encore rencontrée. Donc il faut que chacun de son côté fasse son chemin pour un jour se rencontrer au bon moment, et boum, ça le fait. De la même façon que, je sais pas, là pour ce podcast, j'avais peut-être besoin de débloquer encore certaines choses dans mon esprit, peut-être même sans m'en apercevoir, en passant par ma pratique du yoga, avant de pouvoir être capable d'écrire, de poster ces épisodes. Lâcher prise avec le perfectionnisme aussi, absolument. Nous sommes par définition des êtres imparfaits. On a tous une jambe plus grande que l'autre, un œil plus ouvert que l'autre, pour les filles un sein plus gros que l'autre. Bref, tout ça pour dire que nous sommes de toute façon imparfaits, donc ça sert à rien de chercher la perfection. Là, voilà, ça sert à rien que en réécoutant l'enregistrement, je me dise ah c'est bien, mais mes idées elles sont pas dans le bon sens et c'est pas très cohérent. Du coup, vas-y, je fasse tout et je recommence encore une fois. C'est pas la peine. Le message passe et c'est vraiment le plus important. Et je pense qu'il s'agit de toute façon, au final, que de déposer ce que l'on a en nous, parce que d'une façon ou d'une autre, on a été placé là pour le créer. #HereToCreate. Pour terminer, fais confiance à ton intuition, laisse aller ton imagination. Laisse tomber avec ton perfectionnisme et accorde rapidement du temps à ces projets qui t'appellent et que tu sembles être here to create, cause you probably are. Ton corps respire pour cela. Si cela peut t'aider, essaye de voir ça comme un rendez-vous avec toi-même, comme un rencard, like a date, you know? So, love yourself, love what you do, have fun with it. Et n'hésite pas à me partager tes projets qui avancent. On est là pour justement connecter encore une fois et essayer d'avancer tous ensemble. To bloom, of course. Merci beaucoup encore une fois pour ton écoute. N'hésite pas à poser ton like et ton petit commentaire sur l'iTunes Store. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode la semaine prochaine. Bye!